Merci d'être des nôtres pendant qu'il est 19 heures, passé de 6 minutes dans ce studio. Le nombre et la durée des mandats présidentiels, un débat sans fin en Afrique. Je pose la question, le respect de la limitation du nombre de mandats est une équation que l'élite politique africaine a du mal à résoudre définitivement. Une problématique à cheval entre la politique, le droit et la morale. Dans ce numéro de fil de la transition, nous nous proposons de faire un zoom sur la sempiternelle question des troisième mandats sur le continent noir. Avec ses 1001 dégâts, nous entendrons M. Seikou Diallo sur la question depuis l'Hexagone. Il est politologue et membre de l'association guinéenne de Sciences Po. Alors, je me tourne vers vous, M. Haba. Cette question, on a vu récemment le Sénégal qui a été secoué par ce débat et par des manifestations violentes qui tournaient autour de la volonté prêtée ou des intentions prêtées au président Macky Sall de vouloir faire un troisième mandat. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette question en tant que politique dans notre sous-région? Écoutez, ma position personnelle est assez claire. Ouais. Moi, je suis pour la limitation du nombre de mandats. Parce que en Afrique, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, les chefs d'État qui arrivent ont très souvent tendance à abuser et à monopoliser, n'est-ce pas, de tous les pouvoirs, malgré la séparation qui est décrite et éditée par nos différentes constitutions. Ouais. Et c'est pourquoi, pour que notre démocratie vive, pour que les populations puissent, en tout cas, pour qu'il puisse avoir de la vraie compétition, quand un président arrive, qu'il puisse mieux travailler pour que son successeur encore puisse proposer, n'est-ce pas, d'autres solutions de développement aux populations. Il faut naturellement, effectivement, que les mandats soient limités. Parce que les exemples qu'on a connus, et les mandats qui ne sont pas limités en Afrique, malheureusement, tous ces exemples-là, malheureusement, se sont tournés en dictature. L'exemple de Sékou Touré, l'exemple de Félix Houphouët-Boigny. Donc, les pays, n'est-ce pas, qui connaissent l'alternance, les pays qui connaissent la démocratie, et l'exemple, c'est le Sénégal, le Ghana. Et ces pays-là se développent beaucoup plus rapidement que les autres pays. Généralement, de c'est la dans les pays sous-région. francophnes où il y a vraiment assez de problèmes, Tout à fait. où l'alternance est Tout à assez fait. difficile. L'alternance politique. En fait, le problème, c'est que très souvent, on a tendance à comprendre que les chefs d'État qui arrivent au pouvoir, n'est-ce pas, arrivent par le truchement, n'est-ce pas, de fraude électorale, ou alors parce qu'ils sont appuyés par tel ou tel pays ancien co-colonisateur. Et donc, la démocratie, les élections ne sont souvent pas organisées dans les règles de l'art. Et la fraude électorale jouant, un président qui est au pouvoir, c'est difficile pour lui d'organiser des élections et puis de la faire gagner par un autre président. C'est pourquoi pour nous, nous sommes partisans, n'est-ce pas, de l'alternance, nous sommes partisans de la limitation du nombre de mandats. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons au sein de notre formation politique. Nous ne pouvons pas rester en plus de 2 mandats. Et je pense que c'est Au sein quand même même de un votre exemple. parti, il y a une démocratie interne. Oui, notre Ouais. parti a été créé Que vous prônez. en 2000, il y a moins de 15 ans. Il a déjà connu 3 présidents. Il y a le président actuel qui est Amon Bogola Haba, le président du FNDT, qui était notre premier président. Ouais. Il y a eu des intérims de l'ancien ministre des Affaires étrangères, C.C. Alexandre Loua. Il Ouais. a suivi l'intérim. Il y a eu l'intérim de notre député Holomo Konigourmand. Et il y a eu le président feu Georges Gandhi Faragé Tunkara, Ouais. qui est venu, qui était notre candidat en 2015. Et depuis 2020, C'est quand moi, même j'ai été élu. un bel exemple Bien de sûr. démocratie Moi, interne. depuis 2020, Je suis émerveillé d'entendre tout ça. je suis élu comme président. Nous savons que les partis ne nous appartiennent pas. Ouais. Parce que si le parti appartient à son président, il transforme le parti en business, en entreprise. En Et outil, donc, voilà, de marketing, en voilà, outil personnel. de marketing, de développement personnel. Bien. Et nous prenons d'abord la réussite individuelle, professionnelle, avant qu'on ne vienne en politique. Donc voilà en gros ma vision par rapport à tout ça. Très bien. Monsieur Sano, c'est comme si les Africains avaient un rapport problématique avec le pouvoir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la limitation, c'est quelque chose qui est adapté à l'Afrique? Merci, monsieur Baldé. Merci à mon collègue de la droite, monsieur Francis. Ouais. Vous savez, moi, je vais aborder cette problématique sous 2 angles. Bien.
Premièrement, on ne peut pas demander une chose et son contraire. On ne peut pas demander une chose et son contraire. La limitation du mandat ne peut pas aller avec le multipartisme intégral que nous connaissons. La preuve, partout où il y a eu confiscation du pouvoir, ce sont ces démocraties à multipartisme intégral. Ouais. Ça, il faut se le dire. Le multipartisme intégral, c'est la promotion des petits partis liés à des groupes identitaires, qu'on le veuille ou pas. Si les autres ont réussi, pourquoi pas nous à faire deux ou trois grands ensembles? Aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple, les gens occultent une chose. Les États-Unis, c'est le pays le plus cosmopolite. Si ce pays-là n'avait pas de grands ensembles, imagine que les Hispaniques créaient un parti. Les Anglais, Les Amérindiens. les Amérindiens, les d'origine asiatique, les Noirs. Finalement, ce pays-là allait être en perpétuelle guerre civile. Mais ils ont vu, puisqu'ils ont tous des intérêts, donc il faut faire en sorte que les intérêts se retrouvent au sein des grands ensembles. Et ces grands ensembles font la promotion de l'élite. Ouais. Et une élite ne peut pas dominer toute une élite et toute l'élite d'un pays. Ce n'est pas possible. Ouais. Donc l'élite, le combat se mène d'abord à l'intérieur des partis. De sorte qu'avant même que tu émerges pour occuper la présidence, tu as lutté avec d'éminents esprits. Donc tu ne peux pas confisquer le pouvoir. On a vu Donald Trump a tenté quelque chose inédit aux États-Unis, mais il a été, c'est-à-dire il a été extirpé, s'il faut le dire, de la présidence de la Maison Blanche. Tout simplement parce qu'il a voulu aller au-delà du principe américain. Ouais. L'autre aspect que les gens occultent. Même si ce n'est pas constitutionnalisé. Même si ce n'est pas constitutionnalisé. Ouais. L'autre aspect, en Afrique francophone, la plupart des pays ont une culture militaire du pouvoir. Ouais. Et on fait des démocraties, on fait des constitutions. Est-ce que c'est un héritage du colon? Non, on dit, non, les militaires, vous restez à côté, vous ne gérez pas le pouvoir, mais vous êtes garant de la souveraineté. Ouais. Maintenant, quand la souveraineté est en panne, ces militaires-là, il faut qu'ils agissent. Aucune constitution n'a prévu un mécanisme de l'implication de l'armée sans coup d'État dans la gestion des régimes constitutionnels. Ouais. Voilà notre problème majeur. L'armée, quand tu prends la Guinée, l'armée, même quand c'est Sékou Touré, c'était l'armée qui était le moyen le plus puissant. Ouais. Et sa police. Sa milice. Sa milice. Ouais. Vous prenez le Mali, après Moussa Traoré. Après combien d'années? Après Moussa Traoré, il y a combien de présidents civils, sauf Konaré. Tout le reste là, c'est des militaires. L'autre, c'est des militaires qui ont enlevé la tenue. Ouais. Guinée-Bissau, n'en parlons pas. Ambalo, c'est un ancien général, c'est un général. Vous prenez au Nigeria, Buhari, c'est un ancien général. Obasanjo, c'est un ancien général. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, il faut que nous intégrions la gestion de l'armée dans nos constitutions pour pouvoir baliser cette histoire de troisième mandat. Ouais. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est le Pentagone, Ouais. Le ministère de la Défense. la défense, qui est le garant du pouvoir. En réalité, ce n'est pas la justice, hein, c'est le Pentagone. Ouais. Mais on ne le dit pas aux gens. Nous, on veut mettre nos militaires dans les casernes, on dit non, promenez-vous, allez-y aux frontières pour sauvegarder. Ça ne marchera pas. Ouais. Il faut trouver un mécanisme pour que l'armée puisse intervenir dans la chaîne politique, mais en démocrate. Ce qui fait qu'on pourra sauvegarder les troisième mandats. Après, au Sénégal, l'armée avait toute la latitude, tout l'argumentaire possible pour dire que, bon, avec ces émeutes qui sont inédites au Sénégal, mais l'armée est associée à la gestion du pouvoir, mais en démocrate. Bien sûr. Et au Sénégal, c'est le peuple qui a fait reculer Macky à travers la coalition de Sonko. Et même au Sénégal, quand vous prenez cette coalition de Sonko, il y a eu Askanui. C'est une coalition. Ouais. Donc, qui constitue aujourd'hui un bloc, un ensemble. Il peut être un ensemble de gauche ou de droite. Donc, il faut que nous arrivions, nous, au FNDT, on a fait des consultations à l'interne, on a vu que notre pays, avec sa diversité culturelle et linguistique, il faut absolument réduire les partis pour que les éminences... Parce que ici, vous savez, une fois là, j'ai suivi un débat entre un journaliste, je ne sais pas si c'est du film, avec M. Ousmane Gawal, au début de la transition. Le journaliste lui a dit, n'oublie pas les siens.
Comme si Ousmane Gawal devait être il doit être le ministre d'un groupe Ouais. ou dans le gouvernement. Comme s'il devait être redevable Redevable à son parti, parti qu'il a, d'origine. d'origine. Ouais. Ça, c'est des erreurs d'appréciation parce que nous sommes dans un multipartisme intégral. Bien. Quand vous êtes démocrate, si un président républicain vous nomme ambassadeur aux États-Unis, aux Nations Unies, vous répondez, vous jouez la politique des républicains, Très bien. des démocrates. Bien, C'est ça. Voilà qui est dit. Alors, monsieur Kourouma, souvent également, on met en avant un contexte parfois pour dire que non, dans ce contexte actuel, monsieur Sano le disait tout à l'heure, le Sénégal Macky Sall pouvait mettre en avant beaucoup de contextes, la question sécuritaire de la sous-région, mais aussi la découverte du pétrole et du gaz. Et dans ce contexte d'exploitation de ces ressources naturelles, donc, on pouvait dire que Macky est l'homme de la situation, il faut qu'il reste en ces moments-là. Donc, mais c'est cette culture de l'homme providentiel, souvent qu'on met en avant, oui, un homme sans lequel voilà, nous allons vers le chaos. Est-ce que aussi il ne faudrait pas en finir avec ce système-là, le culte de personnalité? Voilà. Effectivement, ce culte de la personnalité, c'est ce qui envoie beaucoup de choses, beaucoup de mots en Afrique, très souvent. Vous savez, pour compléter tout ce que vous avez avancé, souvent aussi, les partisans voient en leur leader quelque chose de céleste. S'ils disent c'est un leader incontournable, même si l'âge ne lui permet plus de briguer un troisième mandat ou un autre mandat qui soit anticonstitutionnel, ils vont tout faire pour l'encourager à se présenter. Et ce qu'ils oublient ici, ces gens-là, ces chefs d'État qui vont tomber dans ces pièges-là, très souvent quand il y a en tout cas un coup d'État qui intervient par après, ils se trouvent relâchés par leurs partisans. La plupart de leurs partisans les relâchent. Ouais. Pourquoi? Ce sont ces mêmes partisans qui vont encore aller dire bah, on lui a parlé de beaucoup de choses, mais il ne nous a pas écoutés. Ouais. Donc aujourd'hui, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est assoiffé du pouvoir, c'est parce qu'il n'a pas voulu nous écouter, étant donné que ce sont ses propres conseillers, ce sont ses propres ministres, ses propres partisans qui l'ont poussé au bout, vers l'impossible. Ouais. Donc, autre argument qui est avancé ici, c'est quoi? On dit souvent, bon, laissez-le terminer ce qu'il a commencé. Oui, exactement. Hein? Laissez-le terminer. C'est notre argument. Ce qu'il a commencé. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est chantier. Quand tu es à la tête d'une république, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais, les chantiers. Ça ne finit pas. L'État est une continuité. Absolument, ouais. Il y a des contrats qui ont été signés, qui ont été, disons... Que tu as trouvé ici. Oui, qui ont été signés, aussi un autre Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé. Et que le CNR est en train de parachever. Effectivement, mais c'est ce contrat-là aujourd'hui qui est en train d'être... Ce sont ces contrats-là qui sont en train d'être aujourd'hui réalisés. Absolument. Par le pouvoir en place qui est le CNRD. Donc l'État est une continuité. Ouais. Je vois même qu'il y a un projet, par exemple, qui est sur la table. Le projet Simandou. Un projet... Qui fait une valeur de 15 milliards. Mais ce projet-là peut trouver que le CNRD n'est plus en place, mais ça va continuer. Bien. La construction de la cité ministérielle, c'est un projet à long terme. Même si le CNRD n'est pas là, c'est des projets qui doivent continuer. Absolument. Et le dernier point, c'est quoi? C'est que si on fait le tour de l'Afrique, le paysage africain, vraiment, cette histoire de troisième mandat est devenue ce qu'on appelle de la récurrence exagérée. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ici, en Guinée, et en Côte d'Ivoire, mais aussi quand vous partez en Afrique centrale, le Congo RDC, la République démocratique du Congo. L'Afrique centrale, c'est vraiment pire parce que là-bas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Cameroun, un pays comme le Cameroun, vous avez par exemple le clan Bongo au Gabon, qui est presque, ça fait 50 ans. C'est le même, la même dynastie qui est là. On a du mal à joindre M. Sekou Diallo il faut changer. depuis Paris. Il est membre de l'association. Il faut changer cette philosophie. Alors, M. Abba, quand même, pourquoi les chefs d'État n'arrivent pas quand même à préparer des défunts? On a vu au Niger, ça peut bien réussir avec entre l'ancien président Issoufou et l'actuel président Mohamed Bazoum. Ça a quand même marché. Pourquoi on ne favoriserait pas une telle option?
Ouais, je pense qu'en Afrique, d'une façon générale, les autres l'ont déjà dit, les présidents, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont pratiquement déifiés, sacralisés. Tout à fait. Ça fait qu'ils se croient pratiquement divins et ils pensent que et les populations respirent que grâce à eux. Et donc quelqu'un comme ça, si partout où il passe, vous dansez pour lui, vous savez, les populations ouest-africaines ou même africaines sont des populations, on va dire, très, en grande majorité, système. Alors, nous sommes pauvres et donc celui qui est au pouvoir, il a le pouvoir de décret, il a le pouvoir de distribuer de l'argent. Vous avez vu, même la transition actuelle, vous entendez le président de la transition a donné tel véhicule à telle personne, comme si c'était les richesses de notre pays étaient sa propriété privée. Ouais. Si on continue à traiter, n'est-ce pas, de cette manière nos présidents, naturellement, la tentation, puisqu'il y a énormément d'avantages, la tentation de rester au pouvoir sera énormément grande. Et puis, il y a aussi le fait que nous avons malheureusement dans nos systèmes la corruption, l'enrichissement illicite. Ça fait que quand les dirigeants arrivent et ils ont commis des bavures, il y a les bavures policières, il y a donc, vous avez vu, ils ont donc peur de quitter. Donc, c'est pourquoi je dis encore une fois, il faut que les gens comprennent effectivement que quand je viens au pouvoir, l'État, c'est une continuité et le développement, ça part sans fin. Exactement. C'est des milliers d'années. Et donc, quand tu viens, tu fais un mandat, 2 mandats, je pense que tu auras, n'est-ce pas, contribué, tu auras apporté ta pierre, n'est-ce pas, à la construction de ton pays. Ouais. Mais je voudrais assez rapidement revenir sur quelque chose que j'ai entendu dire. Je pense qu'il faut quand même qu'on cesse de raconter des contre-vérités. Il n'y a jamais eu 2 partis politiques aux États-Unis. Jamais. Il y a 2 grandes tendances qui se succèdent au pouvoir. Absolument. Il y a 2 grandes tendances qui se succèdent. Il y a avec, plusieurs partis. avec les grands électeurs. Absolument. Exact. Il y a 2 grandes tendances. Ouais. Mais on ne parle pas là-bas de partis politiques. Là, notre pays a signé ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à fait. C'est quoi ça? Ça veut dire c'est la liberté d'opinion, la liberté de s'associer et avec des intérêts et d'avoir un objectif. Donc, imaginez que vous emprisonnez les Guinéens. Vous leur dites, vous n'avez le choix entre 2 formations politiques. Je pense que ce serait extrêmement grave et ce serait la fin de notre ce serait la fin, ce serait la fin de notre démocratie. Ce qu'il faut laisser faire, c'est que la démocratie s'enracine, c'est que les populations guinéennes soient éduquées et au fil du temps, effectivement, je suis d'accord que c'est les grands ensembles qui gagnent. Ouais. Les partis politiques seront obligés de s'unir en coalition, en alliance électorale, comme ça s'est fait au Sénégal. Et petit à petit, le nombre de partis politiques, ça va aller en diminuant. Mais on ne peut pas le faire par décret présidentiel ou par arrêté ministériel. Je pense que ce serait extrêmement... Ça va porter un coup dur à notre démocratie et ça ne s'est fait nulle part dans le monde. C'est ce que je voulais ajouter. Bien. Alors, monsieur Sano, on a vu quand même des dégâts importants que tout cela a causé ici en Guinée. Combien de mois de lutte avec le FNDC. Mais au finish, on a vu le président Alpha Condé quand même réussir son forcing. Et conséquence, on est aujourd'hui dans une transition, un coup d'État. Alors, comment arrêter tout cela? Convaincre l'élite politique de la nécessité de stopper, d'en faire de la durée et du nombre de mandats une intangibilité comme cela est écrit dans la Constitution. Bien. Je suis émerveillé par les propos de mon ami Francis qui a martelé ce que je dis toujours. Aux États-Unis, c'est des milliers de partis, mais regroupés en grands ensembles. Pour revenir au cas de ces ruptures, vous conviendrez avec moi que la rupture ne vient que quand il y a manque de confiance. Vous savez, le multipartisme intégral favorise la médiocrité. Absolument. Mais les grands ensembles, comme l'a dit M. Francis tout à l'heure, là, les grands ensembles vont créer de l'élite. Et l'élite, le combat se mène à l'intérieur d'abord, avant d'arriver au sommet. Vous savez ce qui fatigue un peu les chefs d'État? Ça arrive, c'est normal, c'est humain. Quand vous engagez des réformes en votre nom propre, c'est difficile que vous partiez sans que ces réformes soient terminées. C'est humain, hein? Mais quand c'est des réformes engagées par un parti, par le grand ensemble, ça veut dire que le parti peut gouverner pendant 30 ans. On peut avoir un grand ensemble qui gouverne pendant 30 ans, pendant 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, mais avec un renouvellement
de l'exécutif. Ce n'est pas exclu. Mais donc, le roulement de l'exécutif fait qu'au moins les acquis, les réformes se poursuivent. Parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord. Les réformes, pour que ça aboutisse, Ouais, ça prend du temps. tout à fait. Il y a un minimum de temps pour que les réformes qu'on engage s'enracinent. Et ça, justement, c'est cette période d'enracinement-là qui fatigue les chefs d'État. Ouais. Et pour résoudre ça, il faut les mettre dans des grands ensembles pour qu'après eux, c'est le même ensemble qui continue. C'est ce qu'on a conseillé à Alpha Condé ici à l'époque. Les grands esprits lui ont conseillé, et tu t'es battu pour la démocratie pendant des décennies, tu es président, tu as fait 2 mandats, il faut transmettre le témoin pour que tes œuvres soient poursuivies. Ouais. Mais il n'a pas compris. Aujourd'hui, on ne serait pas là. Le pouvoir, Salim Cissé l'a dit, 3e mandat pour le RPG, oui, Mais pas pour le président mais Alpha pas Condé. pour le président Alpha Condé. Ouais. On lui a fait toutes les guerres. C'est vrai parce que Alpha Condé avait la mallette, la gâchette, c'est-à-dire le calepin facile. Ouais, ouais. Et le Guinéen, on sait que, qu'on dit la vérité, l'argent est le premier ennemi du Guinéen. Ouais, L'argent est le premier ennemi du Guinéen. tout à fait. Donc, cet aspect-là, tant que le président a la mallette, a la banque centrale à sa possession, faire des riches en un clic, mon frère, il sera difficile que les chefs d'État mettent fin à leur ambition de 3e mandat. On a donné des avantages, des trucs à Macky Sall. Ouais, Mais Macky Sall ne s'était pas arrêté parce qu'il a pris conscience. Macky Sall s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas moyen. Sinon, Macky Sall, le pétrole et le gaz avec son ouvrage à la sous-région. Vous savez, Ouais. c'est Macky Sall qui a aidé la Gambie à se débarrasser de Yahya Jammeh. ouais. Bien sûr. C'est Macky Sall qui assure la sécurité présidentielle de Ambalo. Ça, c'est. Donc, il faut être... Adam Ambalo. Alors, c'est fini. Hein. Voilà. On va s'arrêter là pour Dieu merci. cette deuxième partie. On revient juste après la pause pour continuer ce débat.